Muchas gracias por su presencia esta tarde aquí. Es esta la segunda sesión del ciclo que estamos con el título Madrid, París, Roma, los escenarios neoclásicos de José de Madrazo, organizada por el Centro de Estudios del Museo del Prado con motivo de la exposición Juramentos de Papel. Es esta la segunda de las sesiones que vamos a poder disfrutar de esa exposición que durante todavía un mes más estará colgada en las paredes de la sala 60 del Museo del Prado. Es hoy un privilegio y un honor presentarles al profesor Philippe Bordes, una figura cumbre en el campo de la historia del arte y un referente internacional indispensable para comprender el arte durante la Revolución Francesa. El profesor Bordes es catedrático emérito de Historia del Arte de la Université de Lyon y su destacada trayectoria académica se inició en instituciones de gran prestigio como la Stanford University de California, donde cursó sus primeros estudios, el Cornell de Londres y la Sorbonne, donde se doctoró. Su trabajo se ha centrado en cambiar nuestra mirada sobre la vida artística durante la Revolución Francesa, demostrando su vitalidad y ofreciendo matices que nos permiten comprender la compleja riqueza del arte de esa época, especialmente en cuanto a lo que tiene que ver con la obra de Jean-Louis David, del que es uno de los más grandes especialistas, y a quien ha dedicado numerosas y renovadoras investigaciones que son hoy, en su conjunto, una referencia insoslayable. Entre sus obras más destacadas encontramos el libro Les Sermons de Jeu de Paume de Jean-Louis David, publicado en 1983, el catálogo de la exposición Empire to Exile del año 2005, y que son referencias que sin duda todos conocen, así como su recientemente publicado libro sobre el viaje del pintor a Nantes y lo que tiene que ver en su relación con la trata de esclavos, un argumento candente que cada día cobra más interés justo en el arranque de la Revolución Francesa. El profesor Bordes no es solo un académico de gran prestigio, sino también un historiador del arte con un serio compromiso con los museos. Contribuyó a la creación del Museo de la Revolución Francesa en el Castillo de Vichy, del que fue su primer director entre 1984 y 1996. En el año 2009 también colaboró con el Museo de Montpellier, quien donó un importante fondo documental sobre Alexandre Cabanel que había recibido de sus descendientes y que puso a disposición del gran proyecto de la gran exposición Cabanel que se organizó gracias a ese esfuerzo, fruto de su esfuerzo. Y ha sido el director de estudios y de investigación del INA París entre el año 2007 y el año 2010. Hoy el profesor Bordes nos hablará sobre la práctica y la enseñanza del dibujo en el estudio de David. Este tema es de gran relevancia para nosotros porque nos permite comprender mejor los procesos creativos de uno de los artistas más importantes de la Revolución Francesa y cómo sus métodos de enseñanza influyeron en la formación de otros artistas, como el propio José de Madrazo. Estamos seguros de que su presentación será de un gran interés para todos vosotros. Sin más dilación, por favor, el profesor puede comenzar. Bonsoir. Je voudrais d'abord dire mon regret de ne pouvoir m'exprimer dans votre langue. Et aussi, je voudrais adresser mes remerciements à Carlos Navarro et au Musée du Prado pour leur invitation à vous parler de la formation reçue par José de Madrazo dans l'atelier parisien de Jacques-Louis David, entre 1801 et 1806. À en juger par les dessins actuellement exposés au musée, il y a un problème? Ah, il paraît qu'il n'y a pas la traduction. Je vais voir. Si. Bon. À en juger par les dessins actuellement exposés au musée, le jeune artiste né en 1781, Madrazo, fut réceptif à l'enseignement de David, le sujet dont je vais vous entretenir. Qu'est-ce qu'il y a? Je continue. Les tableaux historiques et les portraits que David, au cours des années 1780,
a envoyé au Salon, les expositions biennales à Paris organisées par et pour l'Académie royale ont fait de lui, à travers l'Europe, le peintre vivant le plus célèbre de son temps. Ensuite, son activisme durant la Révolution et son rôle dans la sanglante répression politique de 1793-94 ont bien suscité en réaction des manœuvres pour le marginaliser, mais le succès public de l'intervention des Sabines, vaste toile dont l'exposition permanente de 1799 à 1805 attira une foule de visiteurs de toutes les classes de la société. Ce succès restaura son autorité de chef d'école et le remit au centre de la vie artistique parisienne. Sous l'Empire, ses partisans estimaient que l'école française pouvait dès lors être désignée comme l'école de David, tant l'influence de ses œuvres et de son enseignement se ressentait parmi les jeunes artistes exposant au Salon. L'atelier de David acquit une renommée exceptionnelle et un statut presque institutionnel. Sous l'Empire, cette renommée, il faut le rappeler, reposait aussi sur sa position éminente à la cour de Napoléon, celle de premier peintre de l'empereur. Il faut commencer par évoquer l'histoire de l'atelier de David, qui s'est transformé autant de fois que les régimes politiques ont changé et autant de fois que de nouvelles générations ont sollicité ses conseils. Malgré toutes les évolutions dans la peinture de David en réponse à celle de la société, l'esprit de son enseignement conserva des constantes. Je tenterai de préciser sa méthode pédagogique et les principes auxquels il était attaché. Contrairement à ce que l'on pourrait penser au regard de l'autorité de son style, son enseignement n'était en rien dogmatique. Il n'a jamais tenu à fixer sur le papier des règles, ni même des aphorismes sentencieux, comme fut disposé à le faire plus tard son élève Ingres. Tandis que ce dernier se sentait menacé par les succès de la nouvelle école romantique, David, qui accueillit à bras ouverts Géricault durant son exil à Bruxelles, ne craignait pas la nouveauté artistique, mais un retour en arrière à la peinture selon lui impersonnelle et sans caractère, issue de la formation que lui-même avait reçue à l'Académie. L'institution royale subit des attaques d'une grande violence sous la Révolution. Par exemple, un artiste osa affirmer en 1791 que, je le cite, « la manie de régner par la terreur est le véritable esprit des officiers de l'Académie de peinture ». La guerre des pamphlets pour et contre l'institution prit fin avec la mesure officielle de dissolution en 1793, à l'époque où David, en tant que membre de la Convention nationale, la dénonça comme une réunion d'artistes médiocres voulant à tout prix préserver des privilèges aristocratiques. David aurait pu se contenter d'organiser de façon traditionnelle son atelier, avec des assistants auprès de lui pour l'aider à peindre les répliques de ses compositions commandées par des amateurs et à réaliser ses projets de plus en plus vastes, les Sabines, Léonidas, le Sacre, la distribution des aigles. Et vous avez un exemple d'un fonctionnement traditionnel actuellement dans le musée avec l'exposition autour de l'atelier de Rubens. En effet, rien ne l'obligeait à ouvrir un atelier spécifique pour des élèves, pour lesquels il lui fallait trouver un lieu distinct de celui où il réalisait ses propres travaux. Sa décision de consacrer du temps à la formation de jeunes artistes fut prise en 1780, dès son retour de 5 années à Rome comme pensionnaire du roi à l'Académie de France. Il avait alors 32 ans et revenait à Paris en ayant développé son style personnel,
nourri de ses dessins d'après les antiques de Rome et de Naples, et d'après les maîtres, aussi bien les peintres caravagesques que ceux qui incarnaient la tradition classique de Raphaël à Poussin et à Mengs. Il s'était affranchi de ce qu'on appelait dédaigneusement dans les cercles romains la manière française, qui était celle de ses débuts. Néanmoins, tout en ayant intégré les leçons de l'antique et atteint un degré de correction peu commun à l'époque, son travail du pinceau conservait une légèreté sans fini excessif, fidèle à sa formation parisienne. Ses contemporains furent éblouis par l'effet de présence que David était parvenu à donner à ses figures sur ses bases, ainsi que par l'esprit réfléchi et maîtrisé de son art. Ses études pour le projet inachevé du Serment du Jeu de Paume, conçu au début de la Révolution, montrent avec quelle aisance sa démarche pouvait associer l'imaginaire antique et le modèle vivant, non pour idéaliser la nature, mais pour donner un sentiment du vrai. Pour comprendre l'empressement de David à accueillir des élèves, il faut décrire l'enseignement de l'Académie royale de peinture et de sculpture par lequel il était passé. L'institution disposait de classes encadrées par un professeur académicien qui changeait chaque mois. Dans la classe dite d'en bas, les élèves dessinaient principalement d'après les plâtres et dans la classe d'en haut, d'après le modèle vivant. Notez sur ce dessin de Cochin la pose entortillée et instable du modèle, obligé de se retenir à une corde. Je pense que vous voyez cela ici. La base de la formation était le dessin, l'étape conceptuelle de la création artistique dont le prestige remontait aux premières académies du XVIe siècle. La peinture et la sculpture, avec leurs contraintes artisanales, s'enseignaient et se pratiquaient seulement dans l'atelier d'un membre de l'académie, un atelier personnel. Les élèves peintres découvraient ici les séductions de la couleur, une beauté moins facile à raisonner que la ligne. Cette répartition des tâches à l'époque de la jeunesse de David, qui distinguait entre le travail de la main en atelier et le travail de l'esprit dans l'école de l'académie, renforçait l'autorité de celle-ci. Il fallait la protection d'un membre de l'académie pour être admis dans son école, où était organisée une série de concours de dessin et de peinture destinés à faire émerger les meilleurs élèves. Ceux-ci étaient admis à participer au concours le plus important, le prix annuel de peinture et celui de sculpture, qui ouvrait la voie à un séjour à Rome et par la suite à une confortable carrière académique. Ce cursus suscita des critiques croissantes dans les années 1780. Prudhon, qui suivait la formation, Pierre-Paul Prudhon, qui suivait la formation parisienne en 1783, revendiqua une indépendance toute romantique lorsqu'il avoua à De Vosges, son ancien maître à Dijon, qu'il préférait, je le cite, « travailler seul chez moi, la tête pleine de belles choses que je vois de temps à autre, plutôt qu'à entrer chez un maître dont la manière petite, indécise, dépourvue de grâce, de belle forme, de noblesse et de majesté, ne peut que gâter les idées du beau qu'on ne puise que dans l'antique Raphaël Poussin. » Les professeurs voulaient, selon lui, faire routiner les élèves dans une manière à eux. Cette critique, reprise par David lorsqu'il réclama la dissolution de l'Académie une décennie plus tard, était depuis longtemps répandue dans les milieux culturels parisiens. Diderot, un ami du dramaturge Sedaine, chez lequel David logeait avant de partir pour Rome, joignit cette observation
dans ses essais sur la peinture rédigés dans les années 1760. Je cite Diderot. « Il n'y aurait point de manière ni dans le dessin, ni dans la couleur, si l'on imitait scrupuleusement la nature. La manière vient du maître, de l'académie, de l'école et même de l'antique. » On relèvera que Diderot met ici en garde contre l'antique, et il n'était pas le seul. Les professeurs de l'Académie se méfiaient de l'engouement général à travers l'Europe pour l'Antiquité, dont les modèles inspiraient, selon eux, des tableaux froids et sans vie. Mengs était célèbre à Rome, à Londres, à Madrid, mais pas à Paris, où sa peinture suscita de l'incompréhension et même une hostilité envieuse à l'Académie. La formation dans l'atelier d'un maître était indispensable pour apprendre à peindre l'histoire et à concourir pour le prix de Rome. Jusqu'à son exil après la chute de l'Empire, David travailla au succès de ses élèves. Ses leçons lui apportaient un complément de revenus, mais surtout l'atelier répondait à son caractère compétitif et ambitieux. Dans les années 1780, il en fit un lieu de militantisme artistique en faveur de son style classicisant. Les succès de ses élèves au concours consolidaient sa propre réputation et rejaillissaient favorablement sur son enseignement, lui attirant encore plus d'élèves. L'efficacité de ses leçons a étonné les contemporains. En 1786, s'adressant à un ami en province, Cochin, l'auteur du dessin, et un fin connaisseur du milieu académique, fit part de son admiration pour une méthode aussi performante. Je le cite. « Je ne sais par quel miracle, à un tel degré, que les élèves dès l'âge de 19 ans y sont déjà des hommes. » L'atelier était florissant lorsque l'ordre social fut bouleversé par l'agitation politique, la convocation des États généraux, l'instauration de l'Assemblée nationale. Fin 1789, invité à se rendre à Nantes pour répondre à des commandes de la municipalité révolutionnaire, David exprima son hésitation à quitter pendant 1 mois ce qui lui importait le plus, je le cite, « une femme, 4 enfants et un atelier monté comme le mien ». Alors, je montre un choix pris un petit peu au hasard, mais focalisé sur les nus et aussi le traitement des draperies pour que vous puissiez avoir une idée de la manière dont David pouvait dessiner d'après l'Antique. Les 2 dessins d'en bas qui sont autour de 1800, le dessin d'après l'Antique, plutôt son séjour à Rome, vers les années 75-78, études d'après nature, et les 2 dessins du bas qui sont en rapport avec soit les Sabines, soit Léonidas, où on ne peut pas très bien savoir si c'est d'après le modèle ou si c'est une reprise, plus d'imagination. Et puis à droite, c'est juste pour dire que je ne vais pas parler de cet autre sujet qui est les draperies. Il y a eu une très belle exposition à Lyon il y a 2 ans sur le thème de la draperie, mais vous voyez que les draperies soulignent le corps, donc on revient au corps même en abordant les draperies que je ne vais pas aborder ce soir. Plusieurs témoignages attestent qu'au sein de ce premier atelier installé au Louvre, certains élèves avancés étaient employés comme des collaborateurs. Passant de l'atelier des élèves à celui du maître, un étage au-dessus, ils étaient chargés des répétitions et des réductions de ces tableaux. Fabre,
serait ainsi l'auteur de la réduction du Bélisaire aujourd'hui au Louvre et Girodet de celle des Horaces conservée à Toledo aux États-Unis. Mais David seul apposa sa signature sur ces toiles. Une telle subordination et cet effacement des assistants correspondaient au fonctionnement traditionnel de l'atelier qui tirait profit du prestige du maître et privilégiait ses intérêts. C'est ce qui est dit explicitement dans l'exposition sur Rubens. Cependant, David s'efforçait de leur épargner les basses tâches d'intendance qui rappelaient l'univers artisanal. Certains élèves, généralement parmi les plus anciens, il faut le dire, les moins prometteurs, étaient choisis pour aider à administrer l'atelier, en empêchant les chahuts des jeunes gens et en collectant chaque mois les cotisations. David possédait un bon niveau de culture classique et il appréciait de retrouver cela chez ses élèves. Il leur accordait un respect qui rompait avec les usages, un souci de professionnalisation qui se remarque aussi dans les autres ateliers à cette époque. Dans un livre paru en 1995, Thomas Crow développa l'argument que les relations de David avec ses premiers élèves les plus doués, en particulier Girodet et Drouet, furent animées par un paternalisme bienveillant, allant jusqu'à le présenter comme un père de substitution. Malgré certains conflits documentés entre des élèves, au milieu des années 1780, le groupe formé par le maître et les jeunes gens fut stimulé par une réciprocité et une proximité qui, après la Révolution, fut remplacée par des relations plus formalisées. Parmi ses premiers élèves, David chérissait tout particulièrement Drouet, qui en 1785 l'aida à peindre le Serment des Horaces à Rome. Impatient de présenter son tableau au public parisien, David laissa à regret son élève, alors pensionnaire de l'Académie. 3 ans plus tard, peu avant la mort prématurée de son cher Drouet, David prit soin de lui expliquer par un échange de courriers comment améliorer la composition sur laquelle il travaillait en redessinant un groupe de figures dans un sens plus conforme au décorum du sujet historique choisi par l'élève. C'est le sujet que vous avez à l'écran. Il envoya à Rome un croquis de patricienne romaine qui reprend une figure dessinée par Drouet. Vous voyez ici la première composition de Drouet, la correction de David et l'intégration de la correction dans le second dessin. Il annota le dessin ainsi. Je crois que cette figure-là sera plus noble. Au moins, elle n'a pas l'air d'une suivante ou d'une femme du peuple, et elle composera mieux avec le stylobate qui est derrière les marches. À la vérité, il faudra relever le mouvement des suivantes qui arrivent, mais tout cela n'est rien. On comprend à la lecture de cette annotation que David veut inculquer à son élève avancé une façon plus réfléchie de composer une scène historique, en prenant en compte le rang social du personnage, un principe de lisibilité du sujet et de convenance appris durant sa formation académique. Car les relations conflictuelles de David avec la hiérarchie de l'institution ne doivent pas faire oublier qu'il était le plus accompli. Qu'il était l'artiste le plus accompli issu du plan de réforme en faveur de la peinture d'histoire au début du règne de Louis XVI. Le conseil de David à Drouet invoque un second principe académique. Tout changement dans une composition exige que l'harmonie générale soit repensée. Un principe proche du tout-ensemble que Roger de Pile avait exposé au début du XVIIIe siècle.
David l'invoquera de nouveau à l'époque où il peignait le sacre de Napoléon pour refuser la demande d'un haut personnage qui voulait que l'attitude de son portrait en pied soit modifiée. Comme le peintre expliqua alors, je le cite, « Tout est calculé dans un tableau et le changement d'une figure peut amener une suite incalculable et désorganiser tout un côté d'un tableau et souvent tout l'ouvrage. » Cet exemple de conseil donné à son élève Drouet montre que David n'était pas opposé à certains principes de base en vigueur à l'Académie, en l'occurrence le besoin de décorum et d'unité, auquel il faut rajouter la primauté de l'histoire, mais qu'il déplorait surtout son organisation hiérarchique et certains de ses usages pédagogiques. En août 1793, devant ses collègues de la Convention nationale, plaidant pour l'abolition de toutes les académies, il décrivit les moyens qui étaient employés, dit-il, pour étouffer les talents naissants. En se remémorant son propre vécu, il dénonça comment, je le cite, 12 professeurs par année, c'est-à-dire un pour chaque mois, s'empressent à l'envie de détruire les premiers principes qu'un jeune artiste a reçus et reçoit journellement de son maître, chacun de ces 12 professeurs ne trouvant bon que ces principes. Le pauvre jeune homme, pour leur complaire alternativement, est obligé de changer 12 fois l'année de manière de voir et de faire, et pour avoir appris 12 fois l'art, finit par ne rien savoir parce qu'il ne sait à quoi s'en tenir. Et en lisant cela, ce passage de son intervention devant ses collègues de la Convention, cela me rappelle à l'esprit la tentative de suicide de David lorsqu'il faisait ses études, qui montrent qu'il était aussi assez malheureux, si j'ose dire. David fait la distinction ici entre le statut de professeur et celui de maître, le premier exerçant à l'école académique, le second à l'atelier. Une discrète consigne confirme l'ascendance de la part de l'atelier privé dans la formation des artistes. À partir de 1796, les participants au salon furent invités à préciser le nom de leur maître dans le livret. Le nouveau prestige du maître et la relation pédagogique plus étroite avec l'élève sont relevés d'ailleurs dans le dictionnaire de l'Académie française pour la première fois en 1798. Je cite ce dictionnaire, « On dit « Ce peintre apprit sous un tel maître. Un tel fut son maître, le maître qui lui apprit à peindre. » L'adhésion au principe du chef d'atelier et la soumission à son autorité, parfois à son charisme personnel, va perdurer pendant tout le XIXe siècle, malgré les indépendants et les refusés. L'enseignement par le maître, toujours teinté de paternalisme, devient l'élément structurant de la formation artistique, un changement largement perçu et vécu comme une entrée dans la modernité libérale. Revenons à David. L'activisme politique de David à l'époque de la Révolution a forcément réduit le temps qu'il pouvait consacrer à son enseignement et aussi à sa propre peinture. Au début de la Révolution, il apporta son soutien aux réformes touchant de près la vie des artistes en menant un combat en faveur d'une plus grande collégialité au sein de l'Académie et en faveur du libre accès aux simèses du salon, jusqu'alors réservé à ses membres. Puis, élargissant son champ d'action, il fut amené à rédiger des programmes de fêtes et de cérémonies publiques et à partir de l'automne 92, comme je l'ai dit, à siéger comme député à la Convention, l'Assemblée chargée de guider les premiers pas de la République française. Ses premiers élèves quittaient alors l'atelier et volaient de leurs propres ailes, tandis que les plus jeunes, en raison de la guerre, ont dû abandonner leurs études et s'enrôler dans l'armée.
Plusieurs élèves de David se retrouvèrent ainsi dans l'unité appelée justement Compagnie des Arts. Soutien actif de Robespierre et membre du comité de la Convention chargé de faire arrêter les citoyens suspects, David occupa une position importante dans l'appareil répressif que le gouvernement révolutionnaire mit en place. Avec la chute de Robespierre en 1794, il échappa de peu à une condamnation à mort, mais il dut répondre à une longue liste d'accusations et demeura en prison pendant presque une année, jusqu'à l'amnistie générale prononcée à l'automne 1795, peu avant l'arrivée du nouveau gouvernement du Directoire. Tandis que son épouse et certains élèves s'étaient mobilisés pour obtenir sa libération, d'autres avaient pris leur distance. Les premiers élèves remarqués par la critique et le public, Giraudet, Gérard, Isabey, Gros, constatant la mise en retrait de David et l'éclipse de la plupart des peintres de sa génération, se voyaient déjà comme les agents d'un renouveau artistique. Ils se sont affirmés alors non plus comme ses élèves, mais comme ses rivaux. Et vous voyez à l'écran, c'est très courtois, mais c'est une déclaration de guerre contre David, je dirais. Le tableau flatteur de Boilly qui les rassemble, exposé au Salon de 1798, en témoigne et permet de comprendre pourquoi devenir un artiste pour de nombreux jeunes gens est alors devenu un choix professionnel à la mode. En réponse aux accusations qui risquaient de le maintenir en prison, voire de l'envoyer à la guillotine, David déclara avoir été trompé par Robespierre. Mais il ne renia jamais ses sentiments républicains et son ralliement à une rupture avec l'ancien régime opéré par la Révolution. Cependant, dès l'époque de son incarcération, il eut pour priorité de restaurer l'identité artistique que son action politique avait mise au second plan. C'est le sens de l'autoportrait peint en prison. Il y réalisa également les premiers dessins pour l'immense tableau tiré de l'histoire romaine représentant l'intervention des Sabines, auquel il allait consacrer plusieurs années de travail, je l'ai dit, ce tableau qui rétablit avec éclat sa réputation artistique. À sa sortie de prison, il reprit le chemin de ses ateliers, le sien et celui des élèves. À un moment où il était devenu infréquentable en raison de la réaction contre les responsables de ce qui désormais était appelé la terreur, leur fidélité lui fut d'un grand soutien. Sans tarder, David multiplia les interventions auprès des nouvelles autorités afin que ses élèves soient dispensés des réquisitions militaires et puissent se former auprès de lui. Il fut d'abord entouré d'élèves qui partageaient ses sympathies politiques, puis le succès des Sabines lui attira des jeunes gens de toutes les sensibilités politiques et venus de toute l'Europe. C'est ce qu'on appelle le second atelier de David autour de 1800. L'afflux d'étrangers, attirés par sa renommée, fut favorisé par les années de paix qui ont suivi le coup d'État de Bonaparte et l'instauration du consulat à la fin de l'année 1799. Les œuvres réunies au Musée central des arts, le futur musée Napoléon, aujourd'hui le Louvre, en conséquence des victoires des armées républicaines, augmentaient l'attrait d'un séjour prolongé à Paris. On trouve parmi les élèves de David à cette époque, souvent pensionnés par les autorités de leur pays pour étudier à Paris, l'Italien Serangeli, arrivé dès 1793 et resté proche du maître, l'Allemand Schick, le Danois Lund, le Belge Audevert, le Genevois Lulin, ainsi que plusieurs Espagnols, et là, désolé pour ma prononciation, José Aparicio y Inglada, José de Madrazo y Agudo et le sculpteur José Alvarez
y Cubero. Sous l'Empire, les leçons du premier peintre ont continué de séduire les étrangers, dont un autre espagnol, Juan Antonio Ribera, et des jeunes gens de Belgique, des Pays-Bas, des États-Unis d'Amérique et de Scandinavie. En marge de cet atelier très organisé, dès les années 1780, David s'est plu à conseiller, souvent à titre amical, plusieurs jeunes femmes, et même les prendre comme collaboratrices sous l'Empire et durant son exil bruxellois. Une confiance accordée notamment à Angélique Manger, à Sophie Frémier. Il faut souligner que l'ouverture du salon à tous les artistes à partir de 1791 suscita de nombreuses vocations chez des femmes qui tenaient à se professionnaliser et à vivre de leur art. Et il y a une bibliographie maintenant abondante sur ce qu'on appelle cet autre atelier, mais qui n'était pas un vrai atelier structuré, qui était plutôt des conseils et des collaborations. Il est possible de visualiser la vie de l'atelier post-révolutionnaire de David sous le consulat et l'Empire grâce à 2 dessins d'élèves qui renseignent sur son organisation et le rôle du maître. Le premier fut exposé au salon de 1804 par le Strasbourgeois Claes sous le simple titre « Atelier de peinture ». Celui-ci se présenta dans le livret comme élève de M. David, de même que 27 autres artistes, dont 4 femmes, qui exposaient cette année-là. Ainsi, le public n'eut aucune difficulté à identifier l'atelier dont il s'agissait. On remarque d'abord que la scène ne réunit que de jeunes hommes travaillant d'après un modèle dont la pose paraît bien plus naturelle qu'à l'époque du dessin de Cochin que je vous ai montré. Placé sur une estrade et objet de toutes les attentions, le nu masculin, comme au temps de l'Académie royale, est au cœur de l'enseignement de David. Son innovation a consisté à donner au modèle une attitude plus naturelle, à varier le choix des modèles et des poses et à exiger une plus grande correction dans le rendu des anatomies. Sur le mur du fond de l'atelier, David avait accroché une de ses propres études d'après le modèle. Sachez que les études d'après le modèle sont si étroitement liées à l'institution académique qu'on appelle ça des académies. Donc c'était une de ces académies peintes, chaque pensionnaire devait en faire une par an. Donc il avait accroché une de ces académies datant de l'époque où il était pensionnaire à Rome, un rappel de ses débuts qui pouvait servir d'encouragement aux élèves. Une première rangée de dessinateurs, que vous voyez ici, entoure l'estrade et derrière eux, des élèves plus mûrs sont occupés à peindre d'après le modèle. Avant d'accepter un nouvel élève, David demandait une formation préalable. Ainsi, en 1801, il écrit à Jean Naigeon, un de ses anciens élèves, « Je t'envoie, mon cher Naigeon, un jeune homme que je te recommande. Il n'est pas assez avancé pour entrer chez moi, et si sous toi il peut y entrer dans l'intervalle d'1 année. Ce sont les mêmes principes que je lui donnerai moi-même. » Probablement en raison du nombre des demandes pour être admis dans son atelier, David avait de moins en moins envie d'assurer les toutes premières phases de la formation traditionnelle au dessin, consistant à copier des estampes et d'autres dessins, puis de passer à l'étude des moulages en plâtre. Claes représente un élève solitaire à l'extrême droite, au travail d'après les moulages antiques, entassé dans un coin de l'atelier. Une figure de dos, la seule coiffée d'un chapeau, se distingue et attire le regard. Il s'agit bien sûr de David qui s'est placé devant la toile d'un élève,
auquel il paraît adresser des remarques sur son travail. Et vous remarquerez, il corrige le dessin en regardant le modèle, en contrôlant par ce regard. Certains professeurs de l'ancienne académie commentaient les dessins des élèves sans se référer au modèle, estimant que le plus important n'était pas l'exactitude du rendu, mais l'effet de l'ensemble dans lequel l'imagination devait avoir sa part. Selon divers témoignages, David faisait le tour de l'atelier et disait quelques mots à chacun, alternant des remarques qui étaient personnelles et d'autres à haute voix relevant de principes plus généraux et destinés à tout l'atelier. Il lui revenait de dire quand un élève était apte à troquer le crayon pour le dessin, à passer en quelque sorte de la place assise à la place debout. Avec les années, les visites du maître, comme celles que montre Claes, furent de plus en plus espacées dans le temps, l'atelier prenant alors le rythme d'une institution fonctionnant en autogestion, les élèves les plus avancés étant chargés de s'occuper des débutants. La correction que David exigeait de ses élèves peut paraître paradoxale quand on sait que le médium du dessin avait pour lui une fonction utilitaire, celle d'étape préparatoire à la réalisation du tableau. Il avait pour habitude d'élaborer ses compositions en collant sans retenue des morceaux de papier sur ses feuilles, une démarche laborieuse et artisanale qui rendait ses dessins peu attractifs aux yeux des amateurs de belles feuilles. À droite, vous avez ce qu'on appelle une diascopie, ça veut dire que c'est une lumière forte qui est projetée sous le dessin pour pouvoir voir tous les morceaux, toutes les pièces qui sont collées. Il avait pour aboutir... Il exprima ce principe de la primauté de la peinture sur le dessin en 1789 dans une lettre à son élève Vicard, occupé à fournir les copies dessinées des tableaux de la galerie de Florence à des graveurs. Je cite sa lettre. « Peignez-vous de temps en temps ? La peinture ne veut pas qu'on la néglige. Pensez que l'on n'a de solide gloire que par elle et que le reste n'est qu'accessoire. Je sais que quand on dessine comme vous, cela pourrait suffire, mais pensez que vous pouvez aller plus loin. En somme, les études d'après le modèle de David, que David imposait à ses élèves, n'étaient pas une fin en soi, mais un moyen pour que chacun d'eux s'appuie sur ses propres capacités pour être en mesure de peindre l'histoire. David accompagna son exposition des Sabines d'une brochure qui se présente comme un manifeste à la fois artistique et esthétique. Il y explique pourquoi il a choisi de montrer son grand tableau en faisant payer le public pour le voir, comme s'il s'agissait d'un spectacle. Une nouveauté libérale en France qui avait pour motif d'assurer son indépendance en tant qu'artiste et citoyen. Il indique ensuite les principes ayant guidé ses pinceaux. D'abord, la volonté de se rapprocher de la pureté formelle des Grecs anciens, une qualité imaginée à l'époque à partir des scènes tracées sur les vases antiques, ce qu'on appelait les vases étrusques à l'époque. Estimant avoir privilégié l'esprit viril de l'imaginaire romain dans les années 1780, il prétendait remonter cette fois aux origines de l'art antique. Cela le conduit à joindre à sa brochure une longue, je cite, « note sur la nudité de mes héros », qui assure qu'il n'a fait que suivre les anciens. Je cite David. « En un mot, mon intention en faisant ce tableau était de peindre les mœurs antiques avec une telle exactitude que les Grecs et les Romains, en voyant mon ouvrage, ne m'eussent pas trouvé étranger à leurs coutumes. »
non sans surprise, de nombreux critiques de l'époque ont trouvé que partir entièrement nu au combat était un non-sens historique et surtout que cela blessait la pudeur des femmes parmi les visiteurs à son exposition. Si l'on revient au dessin de Claes, on observe que, conformément aux propos de David, le modèle d'après lequel travaillaient les élèves est nu. Dans les autres ateliers, cela n'allait pas de soi. Le peintre bordelais Lacour note dans ses mémoires que l'atelier de Vincent, un rival de David, même un ennemi de David, je peux le dire, le modèle était toujours partiellement drapé. Je le cite, « David, dans ses compositions, aimait à employer le nu, ce que Vincent trouvait non seulement contraire à la vérité dans les sujets historiques grecs et romains, mais condamnable sous le rapport de la décence. » Cette décence bourgeoise, si chère à l'empereur Napoléon, finit par s'imposer même à David, car avant de présenter de nouveau les Sabines au public en 1808, il reprit le fourreau de Tatius. Donc vous avez le fourreau de Tatius qui, initialement, longeait la jambe gauche, donc elle longeait la jambe gauche, et donc Tatius était un nu frontal en quelque sorte. De sorte à recouvrir son sexe. L'élève de Vincent souligne l'ascendance, je cite, du système suivi dans l'école de David. Il appelle ça un système. Même dans les autres ateliers à l'époque. Il avoue, Lacour, dans ses mémoires, l'amour du style grec, l'amour du nu et conséquemment la recherche de la forme héroïque et du beau idéal, comme le rêvaient les élèves de David, nous dominait également. Un second témoignage graphique datant de la fin de l'Empire, donc une dizaine d'années après le dessin de Claes, signale plus de retenue dans le ton qui régnait alors dans l'atelier du premier peintre. L'ambiance est devenue plus bourgeoise. Le sociologue Pierre Bourdieu aurait dit que l'atelier de David est devenu un lieu de distinction sociale. Les modalités de la formation enseignée, en revanche, ne paraissent pas avoir changé. Toujours au centre de toutes les attentions se trouve le modèle, une présence à la fois naturelle et statuesque, que le dessinateur montre de dos conformément à la pudibonderie impériale. À droite, David, assis au milieu des jeunes élèves dessinateurs, David est ici, commente l'essai d'un d'eux. Et là encore, vous remarquerez, il est montré regardant le modèle. Tandis que les élèves peintres, à gauche, habillés avec soin, sont au travail devant leur chevalet. La jeunesse du modèle permet de rappeler que David avait pris l'habitude de demander à ses élèves de poser nus à tour de rôle pour leurs camarades, un moyen de varier le canon corporel. Cette information provient du récit de la vie de l'atelier, riche en anecdotes que sont les souvenirs publiés au milieu du XIXe siècle par Delescluze, admis comme élève à l'époque des Sabines. Celui-ci insiste sur l'esprit anti-académique qui marquait la formation à ce moment. David était peu content que certains de ses élèves fréquentent en même temps l'ancienne école de dessin qui s'était maintenue même après la dissolution de l'Académie royale. Il jugeait inutile cette école pilotée par d'anciens académiciens et placée sous la responsabilité de l'Institut national. Une réunion d'experts créée par le directoire, dont David faisait partie, mais que contrôlait son ennemi Vincent et ses amis. Selon Delescluze, un jour David dit aux élèves qui s'y rendaient, je cite Delescluze, que c'était là qu'ils apprenaient
en copiant des modèles dont les bras étaient soutenus par des cordes et les pieds calés avec des coins de bois, à faire des attitudes académiques et des mouvements de convention. Lorsqu'un nouvel élève avait auparavant étudié auprès de Vincent ou de Regnault, chacun à la tête d'un atelier à Paris, David critiquait avec virulence ses autres formations. Je le cite toujours d'après Delécluze. « Voilà ce que c'est que de recevoir en commençant de mauvais principes. Il faut oublier, désapprendre, ce qui est bien difficile, tous les enseignements que l'on a reçus. Voyez-vous, il vaudrait mieux pour vous et 2 ou 3 de vos camarades ici, infectés comme vous du virus académique, que vous n'eussiez jamais touché un crayon. Il faudra que vous employiez 1 an au moins pour guérir de ce mal, et puis alors seulement vous vous remettrez en route dans la bonne voie. Votre travail est bon, trop bon même. Votre main en sait plus que votre tête. Vous réfléchissez après que vous avez fait. Il faut oublier tout ce que vous savez et tâcher d'arriver devant la nature comme un enfant qui ne sait rien. » Alors, on aurait pu mettre ces mots dans la bouche de Courbet vers les années 1748-50. Le sentiment de sa supériorité qu'avait David et sa conviction que seul son enseignement pouvait sauver l'école française du déclin se sont manifestés en 1801 dans un courrier au ministre de l'Intérieur, son ami le chimiste Chaptal. Apprenant que le gouvernement consulaire tenait à récupérer les espaces accordés à différents artistes au Louvre, il s'est offusqué d'autant plus vivement qu'il s'agissait de reprendre son atelier d'élèves afin d'y installer justement l'école de l'Institut. Sa lettre révèle à quel point il demeurait hostile à toute organisation académique des études, au service, selon ses mots, vous allez l'entendre, d'un retour au mauvais goût. Et pour illustrer le passage de sa lettre, je vous montre une lithographie assez mal documentée, donc qui date juste après le départ de David en exilé par les Bourbons. Et vous voyez ce retour du mauvais goût qui est incarné par ce qu'on pourrait appeler un petit maître très maniéré. Voyez la forme même de sa palette avec cette forme chantournée rocaille. Et vous avez tous ces vigoureux élèves qui sont plus proches de Géricault que de David pour certains, et dont le principal prend la pose du Romulus. Et vous avez une caricature de David qui est ici avec sa grosse joue parce qu'il avait une déformation de la joue. Et vous voyez que le profil est égratigné, donc c'est assez difficile à interpréter complètement, mais je pense que c'est l'atelier de David où les statues antiques entrent dans les plâtres antiques entrent dans la lutte contre ce retour à l'ancien régime. Mais ça reste, il y a 3 noms qui circulent parmi les élèves qui auraient pu dessiner cela, mais je ne vais pas entrer là-dedans. David écrit à Chaptal « Je dois vous soumettre une réflexion que l'opinion publique proclame ouvertement. » Là, on est en plein convention nationale. « C'est que seul, citoyen ministre, je vaux une académie. Les élèves qui sortent journellement de mon école, les prix qu'ils remportent annuellement dans les concours publics confirment assez cette vérité. Loin de moi la modestie dans une affaire de cette importance. Il s'agit moins d'un chétif atelier dont on veut me chasser que de l'envie qu'ont certaines personnes de relever les académies. » Il se décrit, je cite,
Comme un artiste passionné pour le progrès des arts, encore tout échauffé des combats sans nombre qu'il a essuyés depuis 20 ans et qui mourrait de désespoir s'il voyait de nouveau le mauvais goût de la peinture relever sa tête orgueilleuse. Il faut savoir que David est stimulé par ses ennemis. Enfin, il faut qu'il ait des ennemis. Il faut qu'il soit légèrement paranoïaque pour avancer. Et ça fait partie, je crois que on appelle ça une attitude agoniste. En vérité, tout au début du XIXe siècle, au moment où Madrazo décide de suivre les leçons de David, celui était sur la défensive sur plusieurs fronts. Des artistes plus jeunes, souvent d'anciens élèves tels Girodet, répondaient au goût du public pour des émotions fortes et pour le sentimentalisme facile qui faisait le succès du mélodrame dans les théâtres. Sous le règne de Napoléon, l'histoire des Grecs et des Romains et anciens était concurrencée par le récit des exploits des Français sur le champ de bataille, un genre contemporain dans lequel excellait Gros. Et entre parenthèses, le choix des dessins de l'exposition de Madrazo montre bien ce passage aussi. Quant à la campagne de David en faveur de la pureté grecque, elle était contestée au sein même de l'atelier par les soi-disant primitifs qui appliquaient un principe d'imitation de l'antique encore plus radical, d'un hiératisme ostentatoire et sans profondeur spatiale. Ils critiquaient les figures du maître dans les Sabines, les trouvant trop élégantes et maniérées comme des danseurs d'autrefois. Le jeune Ingres, on le voit, fut un temps séduit par ce credo. Sachez que David a chassé les quelques élèves qui ont osé le critiquer. Le dilemme que posait l'imitation des modèles antiques fut l'objet de propos de David rapportés par son élève de l'Écluse à partir d'un croquis datant du début de ses études à Rome. Voyez-vous, voilà ce que j'appelais alors l'antique tout cru. Quand j'avais copié ainsi cette tête avec grand soin et à grande peine, rentré chez moi, je faisais celle que vous voyez dessinée au pré. Je l'assaisonnais à la sauce moderne, comme je disais dans ce temps-là. Je fronçais tant soit peu le sourcil, je relevais les pommettes, j'ouvrais légèrement la bouche. Enfin, je lui donnais ce que les modèles appellent de l'expression et ce qu'aujourd'hui j'appelle de la grimace. En effet, David avait assimilé à Paris, dans sa jeunesse, la théorie académique de l'expression des passions de Charles Lebrun et l'appliquait en arrivant à Rome. Il finit par la rejeter, mais il a toujours gardé conscience du danger que représentait l'imitation servile de l'Antique. Car, disait-il en 1813, donc sous l'Empire, date des propos rapportés par Delescluze, si nous faisions précisément d'après les principes des anciens, on trouverait nos ouvrages froids. C'est une critique d'Ingres. D'où son insistance sur le travail d'après la nature, qu'un propos rapporté par un autre élève, Payot de Montabert, résume parfaitement. Il faut étudier les beautés de l'Antique pour trouver les mêmes beautés dans le modèle. Mais c'est l'esprit du modèle qu'il faut suivre pour le rendre bien d'après l'Antique. À présent, vous pouvez apprécier à quel point les figures dessinées par Madrazo, exposées en ce moment, portent l'empreinte de l'enseignement de David et des principes auxquels il était attaché. On retrouve le goût pour le nu, ainsi que le choix de l'ample gestuelle déclamatoire caractéristique de ses compositions les plus célèbres. Plus subtilement, le rejet de la couleur et le caractère esquissé du rendu reflètent les leçons dispensées dans l'atelier. Car David se méfiait de l'emploi de la couleur, un ornement décoratif
qu'il associait au mauvais goût, on dirait aujourd'hui au rococo. Comme Madrazo, il s'en tenait à des gradations de blanc et de gris quand il dessinait, parfois aux effets de la vie censés correspondre à la manière dont les marbres antiques du musée prenaient la lumière. S'agissant du degré de fini, dans les années 1810-11, un nouvel arrivant dans l'atelier de David, le Toulousain Suot, rapporte les conseils du maître à ce sujet. Monsieur David ne veut pas qu'on fasse des dessins finis d'après l'antique sur de grandes feuilles. Il veut que l'on se serve de livres de croquis. Par ce moyen, dit-il, on étudie sans se fatiguer. David déplorait l'engouement pour les dessins à la manière noire d'Isabée, dont fait écho la vue de son atelier par Claes que je vous ai montré, et aussi le goût pour la virtuosité démonstrative de Girodet et d'Ingres qu'il considérait comme un nouveau maniérisme. Par ailleurs, David n'ignorait pas le danger de voir ses élèves devenir de pâles imitateurs de son propre style. Il eut l'intelligence de contrer une uniformité de pratique en encourageant chaque élève à développer, selon ses mots, les rares dispositions qu'il a reçues du ciel. Par ces encouragements, il permit à ses élèves étrangers de mettre ces leçons au service de leurs penchants individuels et de leurs diverses cultures nationales, comme le montre le cas de Madrazo. Il apporta même son soutien au groupe de ses élèves fort peu républicains qui eurent du succès en développant une peinture totalement étrangère à la sienne, ce que les contemporains nommaient le genre anecdotique et que les historiens ont par la suite appelé la peinture troubadour. Malgré cette ouverture d'esprit, l'enseignement de David visait avant tout, je l'ai dit, au maintien de la prééminence de la peinture d'histoire, et il ne put empêcher de nombreux jeunes gens qui suivaient cette voie de succomber à l'emprise de l'antique et d'abandonner l'étude de la nature. Cette dérive était due à la commodité d'avoir à portée de vue au musée Napoléon les plus belles statues antiques et à l'influence des théories idéalistes de Winckelmann, mais surtout en France, de Quatremer de Quincy. Partisan du beau idéal, celui-ci estimait que l'étude du modèle vivant produisait un style académique, ce sont les mots que Quatremer emploie, semblable à celui émanant autrefois de l'école de l'Académie royale. Cette position affaiblit celle que j'ai exposée, que je pense plus nuancée de David, et l'autorité de son enseignement, dont le point final fut en 1835 le suicide de Gros, qui 20 ans plus tard avait repris son atelier par fidélité envers son ancien maître exilé par les Bourbons. Un jeune critique de 23 ans, François Guizot, promis à un brillant avenir politique, dans un essai sur l'état des beaux-arts en France paru en 1810, avait le premier sonné le glas de l'école de David. Il reconnaissait son rôle de réformateur, mais il fustigea, je cite, « une école de peinture qui s'est formée par l'étude des statues ». Une façon réductrice, mais efficace d'attaquer l'enseignement de David et de poser les bases d'une toute autre conception de la peinture, celle qualifiée par la suite de romantique. Merci. Non.